Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Mais pourquoi elle est encore en vie, celle-là? Le rire qui a suivi n'était pas fort, juste assez sec pour fendre quelque chose au plus profond de moi. Je me tenais derrière le portillon en bois, tenant un plat en verre avec une tarte aux pêches encore tiède. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Je ne suis pas partie. J'ai traversé ce jardin comme si je n'avais rien entendu. Passé les guirlandes lumineuses, passé les tables de pique-nique, passé les visages qui ne se tournaient pas vers moi. Certains étaient de mon sang, d'autres des étrangers, mais aucun ne souriait. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Oh, Mireille, on ne savait pas que tu venais. C'était Sophie, la femme de mon fils. La même voix que derrière la clôture. J'ai apporté une tarte, ai-je dit. Personne ne s'est proposé pour prendre le plat. J'ai trouvé une place au bout de la table. La chaise pliante a grincé sous mon poids. J'avais mal au dos, mais je me suis assise bien droite. L'air sentait la viande grillée et les bougies à la citronnelle. De la musique s'échappait de l'enceinte de quelqu'un. Un rythme trop rapide et trop fort pour quiconque avait plus de 40 ans. Il riait, mangeait, buvait. Je regardais. Charles, mon fils, a porté un toast à un moment donné. À la famille, a-t-il dit en levant sa bière. Et quand les verres ont teinté, personne n'a regardé dans ma direction. Les enfants, mes petits-enfants, sont passés en courant devant moi 3 fois. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a dit « Salut, mamie ». Je me suis demandé s'ils me reconnaissaient même sans mon tablier ou mes sacs de course. Avant, je leur apportais des bonbons gélifiés dans des sacs de congélation. Sophie s'est finalement approchée. Elle s'est penchée avec ce sourire aux lèvres pincées qu'elle arbore quand il y a des appareils photo. « Tu veux une assiette ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Ça va aller. » Elle a hoché la tête trop vite et s'est éloignée avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Je suis restée jusqu'à la fin. J'ai aidé à empiler les assiettes. J'ai plié les serviettes. J'ai essuyé la table collante avec un essuie-tout humide pendant que les autres commençaient à rentrer à l'intérieur. Puis j'ai ramassé mon plat en verre vide, encore tiède du soleil de l'après-midi, et je suis partie. Pas en colère, pas en peine, mais avec une décision. Le lendemain matin, j'ai fait du café dans ma plus petite cafetière. Juste une tasse. Je me suis assise à la table près de la fenêtre, la même table où Charles faisait ses devoirs. Ses jambes trop longues pour la chaise. À l'époque, il avait besoin de moi. Maintenant, il me tolérait à peine. Je n'ai parlé à personne ce dimanche-là. Le plat à tarte était propre, sec et rangé. Je suis sortie une seule fois pour relever le courrier, mais je n'ai pas ouvert les enveloppes. Je n'étais pas prête à voir son nom sur la facture d'électricité. Cette maison, leur maison, avait été la mienne un jour. La compte, du moins. 40 000 € de mon épargne retraite, à l'époque où je croyais aux secondes chances et aux investissements familiaux. Juste pour vous aider à démarrer, avais-je dit. Sans condition, apparemment. Sans place à table non plus. Les papiers étaient toujours dans mon classeur. Je n'avais jamais eu besoin de les regarder. Mais maintenant, je voulais voir. Pas les chiffres. Je connaissais les chiffres. Mais les noms. Le nom de qui était sur quoi? Qui possédait vraiment ce que j'avais donné? J'ai sorti le dossier intitulé « Maison Charles ». À l'intérieur, j'ai trouvé le compromis de vente, l'acte de propriété, la lettre signée que j'avais écrite, faisant don de l'argent sans attente de remboursement. « Parce que tu es mon fils », avais-je écrit. Ça m'a fait mal de lire cette ligne. Plus que je ne l'aurais cru. Ce soir-là, j'ai appelé une femme nommée Léna. Ce n'est pas une amie. Pas exactement. Mais elle est brillante. Elle travaillait dans les successions. Nous nous sommes rencontrés au bridge il y a des années et sommes restés en contact de temps en temps. Je lui ai dit que j'avais des questions sur la propriété, les donations et les documents successoraux. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Passe demain. Apporte tout. » J'ai bien dormi cette nuit-là. Pas de somnifère, pas de pas dans le couloir. Pas la paix, exactement, mais une sorte d'alignement. Le matin, je me suis habillée avec soin. Un pantalon repassé, de vraies chaussures, mon beau manteau, même s'il faisait trop chaud pour le porter. Quand on s'apprête à changer la forme de sa vie, on porte quelque chose avec des boutons. La maison de Léna sentait le nettoyant au citron et la tisane à la menthe. Elle a regardé le dossier, a parcouru les documents et a poussé un petit grognement. Aucune attente écrite, pas de titre de propriété partagé. C'est à eux maintenant. Tu en as fait don. Je sais, ai-je dit.
Mais ça ne veut pas dire que tu es impuissante. Elle m'a expliqué ce qui pouvait encore être fait concernant les comptes, les testaments, les procurations. Tu ne peux pas reprendre la maison, dit-elle. Mais tu peux t'assurer qu'ils n'obtiennent rien d'autre. C'était suffisant. Elle m'a donné une liste de choses à faire. Je l'ai pliée en deux et l'ai mise dans mon sac à main. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise à la table de la cuisine. Pas de musique, pas de télévision. Juste le silence que je détestais autrefois, mais que j'accueillais maintenant. J'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai écrit un nom en haut. Charles. Puis j'ai tracé un seul trait dessus. Mercredi, j'ai préparé une tarte que je n'avais pas l'intention de partager. Myrtille, avec un peu de zeste de citron. J'ai utilisé la bonne recette de pâte, celle que je réservais pour les anniversaires et les fêtes. Cette fois, c'était juste pour moi. Sans raison, sans occasion. Juste parce que je le pouvais encore. Je me suis assise sur le porche pendant qu'elle refroidissait, mes genoux couverts par le vieux plaid que Denise m'avait donné avant de mourir. La rue était calme. Quelques enfants à vélo, quelqu'un qui tondait une pelouse 2 maisons plus loin. C'était le genre d'après-midi où rien de grand ne se passait, sauf si on regardait de très près. Vers 16 heures, une voiture que je connaissais s'est garée dans l'allée d'en face. La sœur de Sophie, Michel, sortant avec un cabas plein de courses et une bouteille de vin. Elle a frappé une fois et est entrée sans attendre. À l'aise, sûre de sa place. Je n'avais pas été invitée dans cette maison depuis près de 4 mois. Pas depuis l'anniversaire de Manon. Même ce jour-là, il m'avait assise près de la poubelle. Comme ça, tu ne seras pas trop près de la musique, maman. Je me souviens que Charles avait dit ça comme si c'était attentionné. Manon n'avait ouvert mon cadeau qu'après mon départ. Un livre d'images que j'avais brodé à la main. J'avais écrit une petite note à l'intérieur de la couverture. Pour Manon, avec tout l'amour qu'une grand-mère peut faire tenir sur une page. Elle n'en a jamais parlé. Je les avais vus 2 fois depuis. Une fois à l'épicerie. Charles était pressé. Sophie a fait semblant de ne pas me voir au rayon des fruits et légumes. Une autre fois à la bibliothèque, où Manon est passée juste devant moi. Pas un sourire. Juste un regard, comme si j'étais une professeure remplaçante ou une voisine qu'elle n'arrivait pas à situer. Et pourtant, j'avais gardé un tiroir dans mon couloir avec des autocollants, des petits carnets, des trésors pour les enfants. Au cas où. Pendant des années, je les remplis fidèlement. Ce jour-là, je l'ai vidé. Chaque petite chose a fini dans un sac en papier. Je l'ai déposé sur le trottoir avec les autres poubelles de recyclage. J'ai regardé le sac rester là pendant des heures, intact. Comme moi. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Charles. Salut, Sophie dit qu'elle a peut-être blessé tes sentiments dimanche. Elle ne le pensait pas. Elle était juste fatiguée. Tu sais comment sont les réunions de famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Pas répondu. Supprimé. Je n'allais plus archiver ces explications comme des pièces de musée. J'avais fait ça trop longtemps. Conserver les excuses comme des souvenirs. Les envelopper dans le doux coton du « il ne le pensait pas » ou « elle est juste stressée ». Fini. À 19 heures, quelqu'un a frappé. Une seconde, j'ai pensé que peut-être. Mais c'était Claire, ma voisine, qui m'apportait un tupperware de soupe de lentilles et me demandait si j'avais vu son chat. Non, mais je l'ai invitée à entrer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et avons partagé la tarte. Elle n'a pas posé de questions sur Charles. N'a pas demandé pourquoi mes yeux semblaient plus lourds que d'habitude. Elle a juste dit que la tarte était si bonne qu'elle lui faisait vibrer les genoux. Nous avons ri. J'avais besoin de ce rire plus que je ne l'imaginais. Plus tard, après son départ, j'ai pris une photo sur l'étagère du couloir. Moi et Charles, 1987. Il avait 8 ans, une dent de devant en moins. Souriant comme si j'étais le monde entier. J'ai regardé ce garçon et j'ai murmuré « Tu me manques ». Pas l'homme, le garçon. J'ai retourné la photo face contre la table. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe intitulée « Juridique ». Dedans, mon testament, mes directives médicales, le mandat de protection future que Charles avait co-signé il y a 3 ans, quand j'avais fait une chute. Celui pour lequel il n'avait jamais pris de nouvelles, jamais posé de questions. J'ai tenu ce document sur mes genoux un long moment. Demain, je retournerai voir Léna. Mais cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir et j'ai dit au revoir à une version de ma famille qui n'existait que dans ma mémoire. Le bureau de Léna était calme le lendemain matin, d'un silence doux, le genre qui vous enveloppe comme une écharpe épaisse.
Son bureau était bordé de dossiers soigneusement empilés, une tasse qui disait « Je lis des contrats pour le plaisir », et un bocal en verre de bonbons à la menthe que personne ne semblait jamais toucher. « Je veux commencer par le mandat de protection », dis-je en posant le document devant elle. « Le révoquer. Aujourd'hui. » Elle m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. « Tu es sûre, Mireille ? C'est un grand changement. » « Je suis sûre. » Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement hoché la tête et a fait glisser le papier de son côté du bureau. « Nous déposerons la révocation aujourd'hui. Je vais la certifier conforme. Tu devras signer quelques papiers, mais je vais te faciliter la tâche. » Je me suis rassise pendant qu'elle imprimait les formulaires. Mon cœur ne s'emballait pas. Je ne tremblais pas. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réparation. Je veux aussi modifier le testament, ai-je dit. Retirer Charles comme exécuteur testamentaire. Le retirer complètement. Cela l'a fait hésiter. Tu veux le déshériter entièrement ? J'ai hoché la tête. Il a une maison, un travail, une famille. Il n'a pas besoin de ce que j'ai épargné. Il a déjà montré clairement ce à quoi il attache de la valeur. Elle n'a pas discuté. Elle a juste ouvert un modèle vierge et a commencé à taper. Qui devrait prendre sa place ? Je ne suis pas encore sûre, ai-je admis. Mais je trouverai quelqu'un. Un professionnel peut-être. Quelqu'un qui ne me regarde pas comme si j'étais une affaire non classée. Elle a pris une note. Et la maison ? La maison ne va à personne de la famille, ai-je dit. Vendez-la. Le produit de la vente devra aller à une cause qui compte. Des idées. J'ai sorti de mon sac à main une brochure usée. Le foyer pour femmes de l'avenue des Tilleuls. J'y ai séjourné une fois, il y a longtemps, avant la naissance de Charles. Elle n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste cliqué sur quelques cases de son écran. Tu es très claire à ce sujet, a-t-elle dit. J'ai été assez floue pendant trop longtemps. Quand les documents ont été prêts, j'ai tout signé d'un trait soigné et délibéré. Elle les a certifiés, les a agrafés proprement et m'a remis une copie de chaque. Alors que je me levais pour partir, elle m'a accompagnée jusqu'à la porte. Si tu changes d'avis, pour quoi que ce soit, appelle-moi. Je ne le ferai pas. L'air extérieur semblait plus vif qu'avant. Le soleil était sorti, mais peu importait. Certains jours, on transporte sa propre météo. J'ai resserré mon manteau et j'ai marché lentement vers ma voiture. À la maison, le téléphone clignotait. Un message. Salut, maman. J'ai eu ton message vocal sur des trucs juridiques. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Sophie a dit que tu agissais bizarrement le week-end dernier. Bref, appelle-moi. D'accord ? Je l'ai effacé. Puis j'ai bloqué le numéro. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. L'homme était jeune, poli. Il a remplacé les serrures des portes avant et arrière sans poser de questions. Quand il m'a remis les nouvelles clés, j'ai fait 4 copies. Une est restée dans mon sac à main, une dans un coffre-fort ignifuge, une chez Claire ma voisine, et une pour mon coffre à la banque. Je n'avais jamais eu autant de clés de ma propre maison. J'ai mieux dormi cette nuit-là. Pas de rêve, juste du repos. Le samedi matin est arrivé avec une odeur de pluie. Pas le genre dramatique, juste cette humidité douce et métallique qui s'installe sur le bord des choses. J'ai enfilé mes bottes et je suis sortie quand même. Le jardin n'avait pas été touché depuis des semaines, et les œillets d'Inde penchaient comme des épaules fatiguées. Je les ai taillés lentement, méthodiquement. Les cisailles dans ma main me donnaient une sensation de contrôle. À midi, je me suis rendue au Crédit Mutuel. L'agence était plus calme que dans mes souvenirs. Pas de longue file d'attente, juste le faible bourdonnement des imprimantes et le bavardage poli des chargés de clientèle. J'ai demandé à voir un responsable. Une femme nommée Karine est sortie, vive mais gentille, et m'a conduite à son bureau vitré. J'aimerais vérifier tous les utilisateurs autorisés sur mes comptes, ai-je dit. Elle a affiché l'écran. Vous avez un cosignataire et un titulaire de carte autorisée. Charles J. Lambert. C'est votre fils ? C'était. Elle a hésité. Souhaitez-vous le retirer ? Je souhaite l'effacer. Ses doigts se sont arrêtés au-dessus du clavier. Complètement. Oui. Retirez l'accès, annulez la carte, réémettez tout à mon nom uniquement. Et j'aimerais définir de nouvelles questions de sécurité, changer l'identifiant en ligne et verrouiller le compte jusqu'à ce que je vienne en personne. Elle a hoché la tête et a commencé à taper. Pendant qu'elle travaillait,
J'ai regardé la plante sur son bureau. Un poteau, ses feuilles brillantes en forme de cœur tombant doucement vers le sol. J'en avais un comme ça dans la chambre de Charles. Un jour, il avait essayé de manger la terre. J'avais ri si fort que j'avais failli laisser tomber le sac à langer. Karine a imprimé les changements et m'a fait glisser les papiers. Si vous souhaitez mettre en place des alertes ou créer une fiducie, nous pouvons aussi vous aider avec ça. Pas encore, ai-je dit. Je suis encore en train de construire la prochaine version de ma vie. Elle a souri comme si elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Quand j'ai quitté la banque, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais propre. À la maison, je suis allée au placard du couloir, celui avec les boîtes de photos, les nappes de fête et la courte pointe que je n'ai jamais finie. J'ai sorti le coffre-fort ignifuge et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient mes documents les plus importants. L'acte de propriété de la maison, les actes de naissance, les polices d'assurance. J'ai retiré l'acte de naissance de Charles. Pas pour le détruire, juste pour le séparer. Je l'ai placé dans un dossier intitulé « Histoire », et je l'ai rangé dans un tiroir, loin de tout le reste. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet d'adresses. Il avait encore des onglets des années 90, des petits intercalaires en plastique qui avaient jauni avec le temps. J'ai tourné à la lettre L et j'ai regardé les noms. Lambert, Charles et Sophie. Manon et Théo. J'ai sorti un stylo et j'ai tracé un seul trait à travers chaque nom. Puis j'ai tourné à la page M et j'ai écrit un nouveau nom. Martel, Charles. Notaire. Succession. J'ai dormi les fenêtres ouvertes cette nuit-là, la pluie faisant une douce percussion sur le toit. Pas de cauchemar. Juste une certitude calme et constante. Dimanche, Claire est revenue, cette fois avec des muffins à la banane. Nous nous sommes assises dans la cuisine et avons parlé du chat errant qui avait élu domicile sous son porche. Nous l'avons appelé Vernon, sans raison particulière. Elle est restée jusqu'à juste après le déjeuner. Après son départ, j'ai pris le journal du dimanche et je l'ai lu de bout en bout. J'ai souligné une annonce pour un petit appartement dans une résidence calme en périphérie de la ville. 2 pièces, rez-de-chaussée, lave-linge et sèche-linge inclus. Juste assez. Je l'ai découpée et l'ai mise sur le frigo. Pas pour maintenant, mais pour bientôt. Je ne fuyais pas. Je me préparais. Parce que la prochaine fois que quelqu'un demanderait « Mais pourquoi elle est encore en vie ?», je voulais que la réponse soit claire, pour récupérer tout ce que j'avais donné à trop bas prix. Lundi, j'ai appelé le notaire spécialisé en immobilier que Léna m'avait recommandé, un homme nommé Charles Martel. Sa voix était posée, basse, le genre de voix en qui on a confiance avant même de croiser le regard derrière. Je lui ai dit que je voulais parler de changement de titre de propriété et de transfert de biens. Il m'a donné un rendez-vous pour jeudi. En attendant, j'ai tout rassemblé. L'acte de propriété de la maison, les avis de taxes foncières, les factures de réparation que j'avais gardées pendant 20 ans. Toit neuf, nouvelle plomberie, la chaudière pour laquelle Charles avait dit que l'investissement n'en valait pas la peine, mais que j'avais payé quand même. Chaque reçu était un fil dans l'histoire qu'il voulait oublier. J'ai fait des copies propres. J'ai étiqueté des dossiers. Quand j'ai eu fini, ma table de salle à manger ressemblait au quartier général d'une femme dont personne n'attendait la résistance. Cette nuit-là, le téléphone a de nouveau sonné. Numéro masqué. J'ai laissé le répondeur se déclencher. Un instant plus tard, la machine a pris l'appel. Mireille, c'est Sophie. Écoute, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Charles essaie de t'appeler. Manon demande après toi. On est tous inquiets. S'il te plaît, rappelle-nous. J'ai éteint le répondeur. Le mensonge flottait dans l'air comme un vieux parfum. Manon ne m'avait pas adressé la parole depuis des semaines, même pas pour mon anniversaire, qui était passé avec rien de plus qu'une notification Facebook de Sophie disant « J'espère que tu passes une excellente journée », sous une photo de leur chien. C'était le même anniversaire où j'étais assise seule dans ma cuisine et m'étais fait un unique cupcake juste pour marquer le jour. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient déstabilisés. Et il y a une différence. Jeudi, j'ai mis mon gilet bleu marine, celui avec les boutons de nacre qui brillaient encore quand je les tenais à la lumière. Je suis arrivée au cabinet de Charles Martel avec 20 minutes d'avance. Sa secrétaire m'a offert un café. J'ai refusé. Mes mains n'avaient pas besoin de caféine ce jour-là. Charles était gentil d'une manière calme et intelligente. Le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Je l'ai tout de suite apprécié. Je veux que la maison soit dans une fiducie, ai-je dit une fois assis. Personne dans ma famille n'y a accès. Ni maintenant, ni plus tard. Il a hoché la tête.
Une fiducie de votre vivant est simple à mettre en place. Vous serez la fiduciaire et la bénéficiaire pour l'instant. À votre décès, elle peut aller où vous le souhaitez. Je veux qu'elle soit vendue, tout liquidé. Le produit de la vente ira intégralement au foyer pour femmes de l'avenue des Tilleuls. Il a haussé un sourcil. Pas d'héritage familial. Non. Il n'a pas insisté, il a juste pris des notes. Je veux aussi retirer Charles de tous les documents où il pourrait être listé comme bénéficiaire. Compte bancaire, assurance, procuration de santé, tout. Je préparerai les documents, a-t-il dit. Nous pouvons les faire certifier ici. Vous devrez aussi mettre à jour votre testament pour refléter ces changements. J'ai déjà commencé cela avec ma conseillère juridique. Il a souri, une petite courbe au coin de la bouche. Alors nous ne faisons que rendre les choses officielles. Nous avons travaillé pendant près de 2 heures, examinant les clauses, signant des formulaires, assignant des éventualités. Il a tout expliqué avec patience et précision. Quand nous avons eu fini, il m'a tendu un classeur mince. « Ceci est votre dossier de fiducie, dit-il. Gardez-le en lieu sûr. Nous déposerons tout le reste cette semaine. » Je l'ai remercié et j'ai quitté le cabinet avec une étrange sensation de solidité, comme si ma colonne vertébrale avait de nouveau un poids réel. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la boulangerie de la rue principale. Je n'y étais pas allée depuis des années. La jeune fille derrière le comptoir était nouvelle. Elle m'a appelée « Madame » et m'a donné un cookie gratuit pour ma gentillesse. J'ai acheté une tartelette au citron et je l'ai mangée dans la voiture, le soleil réchauffant mes genoux à travers le pare-brise. À la maison, je me suis assise dans le silence et j'ai relu les documents de la fiducie. Mon nom, ma signature, mes conditions. Pas de faille, pas de point faible. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui attend d'être choisi. Je m'étais choisi moi-même. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel commençait à changer de couleur, une voiture s'est garée dans mon allée. Charles. Il est sorti lentement, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a frappé une fois, puis une autre. Finalement, il a appelé à travers la porte. « Maman, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. » Je suis restée assise sur le canapé, les mains sur les genoux. « Tu as changé les serrures. Tu as bloqué mon numéro. Je veux juste parler. » Il semblait moins en colère qu'incertain, comme quelqu'un qui cherche la carte après avoir réalisé qu'il ne tient plus le stylo. « Dis-moi juste ce qui se passe. » Je n'ai pas répondu. Au bout d'un moment, il est parti. Je l'ai attendu 10 minutes avant de me lever. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il reculait lentement, son visage fatigué derrière le volant. Puis je me suis rassise et je me suis versé une tasse de thé. Du sucre, pas de lait. Ma mère disait toujours, s'ils ne t'entendent pas doucement, ils entendront le silence plus fort. La cour avant n'avait pas semblé aussi nette depuis des années. Vendredi, j'ai taillé les haies, balayé le porche, et même remplacé l'ampoule fissurée au-dessus de la porte. Non pas parce que quelqu'un venait, mais parce que je partais, un jour, et je voulais que la maison sache que je n'avais pas cessé de m'en soucier. Ce n'était pas la faute de la maison. J'y avais vécu pendant 43 ans. J'y avais emménagé quand Charles avait 5 ans. À l'époque, sa chose préférée était d'aligner ses dinosaures en plastique le long du rebord de la fenêtre et de leur donner des noms comme à des camarades de classe. Elle, c'est Rebecca, et lui, c'est Monsieur Fulton. C'était la maison de mes rêves, autrefois. 3 chambres, une large fenêtre à l'avant, un petit grenier étroit que j'avais transformé en salle de couture. J'avais peint chaque mur moi-même. Carrelé le sol de la cuisine après la mort de Franck. Appris à remplacer les gouttières quand les voisins disaient que je devrais juste attendre que mon fils m'aide. J'avais arrêté d'attendre il y a longtemps. Cet après-midi-là, j'ai parcouru chaque pièce avec un bloc-notes. Dans la chambre d'amis, une vieille commode que j'avais un jour offerte à Charles et Sophie quand ils avaient besoin de meubles. Ils avaient dit qu'elle était trop démodée. Dans le couloir, un point de croix encadré de ma sœur qui disait « La paix vit ici ». Il était accroché depuis si longtemps que le mur derrière était plus propre que la peinture autour. Dans la chambre du fond, l'ancienne chambre de Charles, les rideaux étaient toujours ceux avec des petits voiliers. J'avais l'intention de les remplacer depuis des années, mais quelque chose m'en avait toujours empêché. Le placard contenait encore une boîte poussiéreuse de cartes de baseball et une boîte à chaussures étiquetée « Privé ». Je ne l'ai pas ouverte. À la place, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé par la fenêtre.
Le pommier dans le jardin était tordu maintenant. Le temps l'avait tiré vers la gauche, mais il fleurissait encore chaque printemps, avec défi, comme s'il ne savait pas qu'il était fatigué. J'y suis restée près d'une heure, me remémorant la fois où Charles avait grimpé à cet arbre même et s'était retrouvé coincé, hurlant comme une sirène jusqu'à ce que je sorte, pieds nus et furieuse, traînant l'échelle derrière moi. La façon dont il m'avait serré dans ses bras après, tremblant de larmes résiduelles. Ne le dis à personne, avait-il dit. Et je ne l'ai jamais fait. Je me suis souvenu de la première fois qu'il était rentré avec Sophie. La façon dont elle avait regardé ma maison comme si c'était un motel qui n'avait pas encore été évalué. C'est coquet, avait-elle dit. Je me suis souvenu d'avoir tenu Manon pour la première fois. Ses joues rouges et fripées. Charles avait vraiment pleuré ce jour-là. Elle est parfaite, avait-il murmuré. Je me suis souvenu du Noël où Sophie m'avait dit de ne pas apporter de nourriture parce que les enfants ne mangent pas de trucs démodés. Et comment j'avais apporté une tarte quand même. Manon n'y avait jamais touché. Théo avait dit qu'elle avait un goût de savon. Ils avaient ri. C'est l'année où j'ai arrêté de cuisiner pour leur fête. Mais je n'ai jamais arrêté de cuisiner. Je me suis levée et j'ai écrit sur mon bloc-notes. Laissez les rideaux. Prendre la courte pointe. Dans la cuisine, j'ai ouvert le placard au-dessus de la cuisinière. Mon placard à pâtisserie. Tout était encore à sa place. Vanille, cannelle, sucre roux, les lourdes tasses à mesurer que Franck m'avait achetées pour notre 10e anniversaire. Je les ai emballées avec soin et les ai placées dans une boîte rembourrée étiquetée, à garder. Le lendemain, j'ai appelé la résidence dont j'avais découpé l'annonce. Une femme aimable nommée Teresa a répondu. Oui, nous avons encore un T2 de disponible, dit-elle. Premier étage, beaucoup de lumière, et c'est calme. Surtout des retraités et des enseignants. Acceptez-vous les chats? Oui. Je n'ai pas de chat, mais j'aimais savoir que je pouvais en avoir un. J'ai pris rendez-vous pour une visite mardi. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche avec une couverture et une tasse de thé. La rue était immobile, quelques lumières de porche de l'autre côté, un carillon éolien qui tintait faiblement à côté. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais restée assise ici à attendre des phares, des bruits de pas, que quelqu'un se souvienne que j'existais. Mais pas cette nuit. Cette nuit, j'étais juste assise. Sans attente, sans fin. Juste moi, dans l'air frais, avec mon nom qui m'appartenait toujours et ma maison toujours calme. J'ai pensé à Charles. Il ne me manquait pas. Pas exactement. L'idée de lui me manquait. Le fils qui construisait des châteaux en Lego sur ma table basse. Le garçon qui me tenait la main trop fort en traversant la rue. Ce garçon avait disparu il y a longtemps. Remplacé par un homme qui ne voyait pas plus loin que ses propres besoins, son propre emploi du temps. Peut-être qu'un jour je le pleurerais convenablement. Mais pas maintenant. Maintenant, j'avais des cartons à faire. L'appel est arrivé dimanche soir. Pas de Charles, mais de Manon. Salut, mamie, dit-elle. Sa voix était plus petite que dans mon souvenir. C'est toujours ton numéro. Oui. Un silence. Je l'ai trouvé dans un des vieux téléphones de papa. Il ne savait pas que je cherchais. J'ai attendu. Je voulais te dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé dans le jardin. Pour tout, en fait. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. Cet instinct, celui de protéger les autres de leur honte, avait vécu en moi longtemps, mais je l'avais récemment expulsé. De quoi es-tu désolée? Ai-je demandé doucement. Elle a pris une inspiration. De ne pas t'avoir parlé. D'avoir fait semblant de ne pas te voir à la bibliothèque. D'avoir ri quand maman a dit ce qu'elle a dit. Ce n'était pas drôle. Je voulais juste. Elle s'est arrêtée. Tu voulais juste faire partie du groupe. Ai-je terminé pour elle? Oui. Je ne lui ai pas pardonné tout de suite. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les vraies excuses. Mais j'ai dit, merci d'avoir appelé. Est-ce que je peux te voir? Demanda-t-elle. Juste moi. J'ai pensé au tiroir à tarte que j'avais vidé. Aux cartes de Noël que je continuais d'envoyer même quand elles cessaient d'arriver en retour. À la façon dont elle me serrait la main pour traverser les trottoirs verglacés. D'accord, dis-je. Viens demain après l'école. Juste toi. Elle a expiré comme si elle avait retenu son souffle tout l'été. Je viendrai. C'est promis. J'ai raccroché et je suis restée assise tranquillement, mon thé refroidissant dans mes mains. Lundi est arrivé, gris et bruneux, le genre de journée qui rend tout plus doux. J'ai fait un cake à la banane, pas pour quelqu'un en particulier,
juste pour remplir la maison de quelque chose de chaud. À 16h12, Manon a frappé. Elle se tenait sur le porche dans un sweat à capuche de taille trop grand et des baskets au lacet défait. Ses yeux étaient cernés par quelque chose qui n'était pas que du mascara. « Je n'étais pas sûre que tu ouvrirais la porte, dit-elle. « Je n'étais pas sûre que tu frapperais, ai-je répondu. À l'intérieur, nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle grignotait le cake. Je versais le thé. Maman dit que tu es devenue folle, dit-elle, sans méchanceté. Que tu nous exclus. Je n'exclus pas. Je choisis, dis-je. Il y a une différence. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait presque. Je ne te déteste pas. Ai-je ajouté. Je ne te déteste pas non plus, a-t-elle murmuré. C'est juste que, je crois que j'ai copié leur façon d'agir. Et je ne l'ai pas remis en question jusqu'à ce que tu commences à me manquer. Cette phrase a remué quelque chose en moi. Je veux revenir, dit-elle. Si c'est permis. Je l'ai regardée, cette fille qui avait encore les mêmes yeux que Charles à 8 ans, avant que le monde ne lui apprenne à être méchant. Tu peux revenir, dis-je. Mais pas pour la tarte, pas pour les cadeaux. Seulement pour la vérité. Je peux le faire. Elle est restée 1 heure. Nous n'avons pas parlé de Charles ou de Sophie. Juste de l'école, de livres, d'un chat qu'elle voulait mais n'avait pas le droit d'avoir. Elle est partie avec une deuxième tranche de cake à la banane enveloppée dans du papier aluminium. Après qu'elle a descendu l'allée, je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Je ne me sentais pas pleine d'espoir. Je me sentais honnête. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. Peut-être que certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Juste doucement verrouillées de l'intérieur, avec une fenêtre laissée entr'ouverte pour ceux qui viennent seuls et frappent avec soin. Les jours suivants se sont écoulés tranquillement. J'ai fait mes cartons lentement, un tiroir à la fois, un souvenir à la fois. Non pas par sentimentalisme, mais parce que je voulais savoir ce que je gardais et pourquoi. Si quelque chose ne me rendait pas plus forte, ça ne venait pas avec moi. La visite de l'appartement était prévue pour jeudi après-midi. Ce matin-là, je me suis réveillée tôt et j'ai préparé un café assez fort pour tenir debout tout seul. J'ai mis un pantalon et un chemisier, non pas parce que quelqu'un me jugerait, mais parce que commencer un nouveau chapitre mérite des coutures propres. La résidence était plus simple que la brochure ne le laissait paraître, mais elle semblait juste. Des bâtiments en briques, des parterres de fleurs bien entretenus, un banc sous un tilleul. Teresa, la gérante, m'a accueillie comme si elle savait déjà qui j'étais. Rez-de-chaussée, dit-elle en déverrouillant la porte de l'appartement 1B. Fenêtres orientées au sud. Les voisins sont calmes, le chauffage est inclus. L'espace était petit, oui, buhonnête. Pas de prétention, pas d'écho de voix devenue froide. Juste une lumière propre et des murs attendant de nouvelles histoires. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai passé la main sur le comptoir en stratifie. Ce n'était pas du marbre, mais c'était à moi. La cuisinière n'avait que 4 feux, et le frigo bourdonnait faiblement comme s'il gardait un secret. J'ai aimé ça. Je le prends, ai-je dit. Teresa a cligné des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir. J'y ai déjà réfléchi. Le soir même, les papiers étaient signés. J'ai versé l'acompte et j'ai programmé mon emménagement pour le 1er du mois. 3 semaines. Assez de temps pour partir avec soin. Pas dans la précipitation. Cette nuit-là, je me suis assise dans le salon au milieu de cartons à moitié remplis et j'ai écrit une nouvelle fiche pour mon carnet d'adresses. Mireille Lambert, 128 Résidence des Saules, appartement 1B. Pas de suivi de courrier pour Charles. J'ai souri en la glissant dans mon tiroir. 2 jours plus tard, Charles s'est de nouveau présenté. Il n'a pas frappé tout de suite. J'ai entendu sa voiture avant de la voir. Le moteur a tourné au ralenti un moment devant la maison, comme s'il répétait quelque chose derrière le volant. Quand il a finalement posé le pied sur le porche, je l'ai rejoint à la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Tu m'as bloqué, dit-il, pas en colère, juste confus. Tu as tout changé. Oui. Pourquoi? Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai regardé son visage, plus vieux que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'avais simplement cessé de le voir clairement il y a des années. J'ai entendu ce que Sophie a dit, lui ai-je dit. Dans le jardin. Et je t'ai entendu rire. Il s'est agité. Je ne le pensais pas. Tu sais comment elle est. Elle parle sans réfléchir. C'était une blague. Non, Charles. Une blague doit avoir une chute. Ça, c'était juste de la cruauté enveloppée de silence.
Je ne savais pas que tu étais là, a-t-il marmonné. C'est exactement le problème. Il a cligné des yeux. Alors c'est tout? Tu m'effaces à cause d'un mauvais après-midi? J'ai eu envie de rire. Un après-midi? L'après-midi n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un vase rempli par des années de mise à l'écart, de mépris, d'ignorance, de tolérance. Une vie où j'étais pratique mais jamais considérée. Je ne t'efface pas, dis-je. Je me choisis enfin, moi. Il a froncé les sourcils. Manon a dit que tu la laissais venir. C'est vrai. Alors elle a un passe-droit. Non. Elle a demandé à revenir. Toi, tu as attendu que ton nom commence à disparaître des documents. Son visage s'est crispé. C'est une question d'argent. Non. C'est une question de dignité. Il a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir. Peut-être s'attendait-il à voir la vieille console avec ses photos d'école encore encadrées ou le panier de cartes de vœux que je gardais. Mais le couloir était propre, vide. Je serai toujours ton fils, dit-il. Et je serai toujours la femme qui t'a donné plus qu'elle n'aurait dû. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Pas claqué, juste fermé. Par la fenêtre, je l'ai vu s'attarder un instant de plus, puis partir. Cette nuit-là, je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai pleuré pendant 7 minutes. Je l'ai chronométré. Je me suis permis de ressentir la rupture, non pas parce que je le regrettais, mais parce que les fins méritent le respect. Puis j'ai fait du thé, j'ai scotché un autre carton et je l'ai placé près de la porte, marqué « à garder ». La table de la cuisine ne contenait plus que l'essentiel maintenant. Une tasse de thé, une lampe, une coupe peu profonde d'orange. Tout le reste avait été emballé ou donné. Je n'avais plus besoin de grand-chose. Juste ce qui tenait dans une petite vie. Dimanche après-midi, j'ai organisé un thé pour la première fois depuis des années. Pas pour un anniversaire ou une fête, juste pour la chaleur. Marthe est arrivée la première avec sa claudication et son sac de mots croisés. Puis Ida, avec son manteau garni de fourrure bien qu'il fasse 11 degrés. Puis Nora, ma vieille amie de la chorale de l'église, qui portait toujours un parfum qui sentait le début du printemps et les vieilles enveloppes. Elles n'ont pas apporté de nourriture, bien que chacune ait proposé. Je leur ai dit que ce n'était pas le but. J'ai fait un simple gâteau aux épices, rien de sophistiqué, juste assez pour une tranche chacune avec un morceau restant. Nous nous sommes assises près des fenêtres, la lumière de l'après-midi douce et pâle. J'ai versé le thé dans ma porcelaine ébréchée, le service bleu qui avait survécu à 2 déménagements et une chute accidentelle en 94. Personne n'a posé de questions sur Charles ou Manon ou la maison. À la place, nous avons parlé de douleur à l'épaule et du prix des courses. Ida a raconté l'histoire d'un chauffeur de bus qui avait attendu 2 minutes supplémentaires pendant qu'elle cherchait sa monnaie. Marthe a dit que sa nièce s'était fiancée à un garçon qui portait des chaussettes avec des baleines de dessins animés dessus. Nora a mentionné le groupe de poésie de la bibliothèque et a demandé si nous voulions nous joindre à elle. C'était le plus grand réconfort que j'avais ressenti depuis des années. À un moment, la conversation s'est calmée, comme toujours quand des femmes de plus de 70 ans boivent des boissons chaudes ensemble. La pièce est devenue silencieuse, non pas par gêne, mais par plénitude. Et je l'ai dit. Je déménage. 3 paires de sourcils se sont levés, mais personne n'a interrompu. J'ai trouvé un petit endroit de l'autre côté de la ville. Je serai partie d'ici la fin du mois. Ida s'est penchée en avant. Ton fils le sait. Il n'a pas besoin de le savoir. Marthe a hoché la tête comme si c'était toute l'explication nécessaire. Elles sont restées 1 heure de plus, ont aidé à laver les tasses, ont enveloppé la tranche de gâteau supplémentaire dans du papier aluminium, ont dit qu'elles appelleraient bientôt. Quand elles sont parties, la maison était immobile, mais pas vide. J'ai de nouveau parcouru chaque pièce, cette fois non pas comme un adieu, mais comme une bénédiction. Dans le couloir, je me suis arrêtée près de l'étagère où je gardais les photos encadrées de la famille de Charles. Mariage, anniversaire, rentrée des classes. J'avais déjà rangé la plupart d'entre elles, incertaine de vouloir les raccrocher un jour. Sauf une qui restait, une photo de moi et Franck, prise par un voisin quand nous avions fini de peindre le porche. Nous étions tous les deux couverts d'éclaboussures, tenant des pinceaux comme des trophées. Il riait. Je plissais les yeux face au soleil. J'ai pris la photo et je l'ai enveloppée dans un torchon de cuisine. Elle est allée dans la boîte étiquetée « Essentiel ». Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « 3 femmes ont bu du thé dans ma cuisine aujourd'hui. Personne n'a interrompu. Personne n'a expliqué.
Personne n'a corrigé. Nous avons juste existé ensemble. Cette entrée signifiait plus que toutes les lettres de Noël que j'écrivais, remplies de bonheur simulé et de gratitude obligatoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message vocal de Sophie. Court, froid. J'ai entendu dire que tu avais parlé à Manon et Charles dit que tu as été hostile. Si c'est ta façon d'attirer l'attention, c'est vraiment triste. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Hostile. C'est comme ça qu'ils appelaient une femme qui parlait enfin. C'est comme ça qu'ils appelaient le silence quand il ne leur servait plus. J'ai ouvert la porte arrière et je suis sortie dans le jardin. L'air sentait les feuilles mouillées et la douceur subtile de l'herbe ancienne. J'ai marché pieds nus sur la parcelle de pelouse que j'avais tondue moi-même pendant des décennies. Au coin le plus éloigné, là où se trouvait le potager, la terre était encore sombre. Je me suis agenouillée lentement, ignorant la douleur dans mes genoux, et j'ai enfoncé mes doigts dans le sol. J'ai planté 3 graines d'œillet d'Inde d'un vieux sachet en papier que j'avais trouvé en faisant mes cartons. Juste 3. Pas pour qu'elles fleurissent, mais pour marquer quelque chose. La sonnette a retenti à 10h42 précise le mercredi. Je savais que ce n'était pas le facteur. Il venait à midi, à peu près. Et ce n'était pas Claire, qui frappait comme si elle s'excusait toujours à moitié. Non, ce coup était pratiqué. Poli. Quand j'ai ouvert la porte, Sophie se tenait là, avec des talons trop hauts pour le temps et un manteau de la couleur de l'os mouillé. Son rouge à lèvres était parfait, mais ses yeux étaient durs. Mireille, dit-elle comme si elle lisait le mot sur un presse-papier. Sophie. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle est passée devant moi comme si elle vivait encore dans le récit où cela était permis. J'ai fermé la porte derrière elle. Lentement, délibérément. Elle se tenait au milieu de mon salon comme quelqu'un qui s'apprête à faire une présentation. Ses mains agrippaient trop fort son sac à main. Ça va trop loin, a-t-elle commencé. Tu as bloqué Charles. Tu as changé tes comptes. Manon vient te voir en cachette. Et maintenant j'apprends que tu déménages. Tout est vrai, dis-je calmement. Elle a scié, décontenancée un instant par le manque de résistance. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit, en appuyant sur le mot comme si c'était une encre. Tu ne peux pas simplement nous effacer à cause d'une mauvaise journée. Je l'ai étudiée. La façon dont elle portait la confrontation, comme un bijou. Affiché, pas ressenti. Ce n'était pas une mauvaise journée, dis-je. C'était des années de rejet poli, d'invitation tiède, d'être toléré au lieu d'être accueilli. Une journée a simplement levé le voile. Sa mâchoire s'est crispée. Nous ne t'avons jamais rien demandé. C'est bien le problème. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste attendu. Je ne sais pas ce que Charles a bien pu faire pour mériter ça, a-t-elle lâché. C'est un homme bon. Les hommes bons ne rient pas quand quelqu'un se demande pourquoi leur mère est encore en vie, ai-je répliqué, ma voix stable. Elle a fait un pas de plus. Tu crois que tu le punis? Tu punis Manon. Elle est confuse, blessée, et tu l'utilises pour prouver je ne sais quoi. Cela m'a fait marquer une pause. Non pas parce qu'elle avait raison, mais à cause de la facilité avec laquelle la culpabilité connaissait encore mon nom. J'ai pris une profonde inspiration. Manon est venue me voir seule. Elle a 16 ans. Elle sait ce que c'est qu'une porte fermée. Sophie a ricané. Tu as toujours tout dramatisé. Non, j'ai toujours rendu les choses possibles, ai-je dit, plus sèchement maintenant. La compte pour votre maison, le babysitting, les gratins, les dépannages de dernière minute, l'endurance silencieuse aux anniversaires où on me plaçait derrière les centres de table pour que je ne gâche pas l'esthétique. Elle s'est retournée, arpentant la pièce. Tu exagères. Tu as toujours été difficile. J'ai souri alors, mais pas gentiment. C'est ce que les femmes deviennent quand elles cessent de livrer leur silence. Sa bouche s'est ouverte. S'est refermée. Puis elle a repéré les cartons empilés près de la porte d'entrée. Tu le fais vraiment? Oui. Et qu'arrivera-t-il quand tu seras seul dans ce petit appartement? Quand il n'y aura plus personne pour prendre de tes nouvelles? Quand Manon oubliera d'appeler? J'aurai toujours moi-même, ai-je dit. Et je préfère être seule avec l'honnêteté qu'entourée de gens qui tressaillent à ma présence. Elle a regardé autour d'elle comme si la maison pouvait l'aider à gagner, comme si les murs allaient se joindre à elle. Tu jettes tout par la fenêtre. Non, ai-je dit, en prenant le classeur avec mes documents de fiducie et en le posant sur la table. Je choisis enfin ce que je garde. Sophie est restée là un instant de plus.
Puis elle a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Ne t'attends pas à ce qu'on accourt quand tu changeras d'avis. Je ne fuis pas, ai-je dit. Et je ne le ferai pas. La porte s'est refermée derrière elle comme une ponctuation. Plus tard dans la soirée, Manon m'a envoyé un simple texto. Elle est rentrée furieuse. Ça va? J'ai répondu. Parfaitement. Certaines portes doivent être fermées, Manon. Ça ne veut pas dire que tu es de l'autre côté. Elle a envoyé un emoji cœur suivi de « J'apporte toujours des cookies jeudi. Ne me lâche pas. » Je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Les papiers étaient prêts. Léna a appelé jeudi matin. Tout est signé, déposé, confirmé. La fiducie est active. Vos comptes sont protégés et votre testament est mis à jour. Vous êtes désormais la seule décisionnaire de chaque centimètre de votre vie. Merci, ai-je dit. 2 mots qui contenaient plus de poids que la plupart des confessions. Je suis fière de toi, Mireille. J'ai souri au téléphone. C'est drôle comme beaucoup de gens ne disent ça qu'une fois qu'on commence à dire non. À midi, j'étais à la banque, classeur en main, remettant les derniers formulaires. L'employée était jeune, à peine 25 ans, mais elle a traité les documents comme quelque chose de sacré. J'ai aimé ça. Nous mettrons à jour les bénéficiaires immédiatement, a-t-elle dit. Et ceci autorise le retrait de votre fils de tout accès partagé. C'est exact. Elle a hoché la tête avec le genre d'efficacité calme que j'avais autrefois prise pour de la froideur. Maintenant, je comprenais. Elle était simplement préparée. Comme moi. Ensuite, j'ai marché 2 rues jusqu'à la poste et j'ai pris une clé pour une nouvelle boîte postale. Quand ils ont demandé une adresse de réexpédition, j'ai refusé. Quiconque avait vraiment besoin de me trouver savait déjà où j'étais. De retour à la maison, la lumière de l'après-midi était douce à travers les rideaux. J'ai préparé une nouvelle tasse de thé et j'ai sorti la dernière enveloppe, mes directives médicales. Une copie pour mon nouveau médecin, une autre pour le coffre-fort. C'était comme coudre le dernier fil d'une robe que je raccommodais depuis des années. À 15h30, Manon est arrivée. Elle a apporté des cookies aux pépites de chocolat dans une boîte en plastique et un magazine avec un quiz. Quel type de fleur êtes-vous? Nous nous sommes assises sur le porche, mangeant des cookies et entourant les réponses au crayon. J'étais apparemment un lilas, calme, observatrice, facilement sous-estimée. Manon était un œillet d'Inde. Résiliente et difficile à déraciner. Elle a lu à voix haute, en souriant. Ça correspond. Quand les cookies ont été finis, nous sommes restées assises. Elle balançait légèrement ses jambes sous le banc. Papa dit que tu tournes le dos à la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il est blessé, a-t-elle ajouté plus doucement. Non pas que ça excuse quoi que ce soit, mais c'est tout ce dont il parle. Alors il parle enfin de quelque chose qui compte, ai-je dit. Elle a baissé les yeux sur ses genoux. L'ancienne toi me manque. Non, ai-je dit. La version de moi qui se laissait effacer en silence te manque. Ce n'était pas moi. C'était de la survie. Elle a hoché la tête. Je comprends ça maintenant. Nous sommes restés assises un moment de plus. Puis elle a sorti un morceau de papier plié. C'est juste un croquis, a-t-elle dit, soudainement timide. Je l'ai fait la nuit dernière. Je ne sais pas s'il est bon. Je l'ai déplié. Un dessin au crayon, brut mais clair. Une femme assise sur une chaise, le dos droit, les yeux fixés vers l'avant. Devant elle, un échiquier. De son côté, seulement 2 pièces. De l'autre, un jeu complet. Mais ces pièces étaient en position gagnante. Elle n'a pas fini, dit Manon. Elle commence juste à jouer sa propre partie. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Je peux l'accrocher dans le nouvel appartement, ai-je demandé. Elle s'est illuminée. Vraiment. Vraiment. Alors que le ciel devenait pêche derrière les toits, elle s'est levée pour partir. Je sais que ça ne règle pas tout, dit-elle. Mais je veux être là, si tu veux bien de moi. Je veux bien, dis-je. Mais seulement tel que tu es. Sans faux semblant. Elle a souri. Les œillets d'Inde ne font pas semblant. Après son départ, je suis restée assise seule un long moment. Le dessin sur mes genoux, la maison silencieuse autour de moi. Tous les papiers signés, toutes les décisions prises. Plus de permissions à demander, plus d'espoir d'invitation arrivée trop tard ou trop superficielle. C'était fait.
Pas avec amertume, mais avec fermeté. Demain, je commencerai à emballer les derniers cartons. Et après ça, quelque chose de mieux que l'espoir. L'espace. Le jour du déménagement est arrivé, silencieux, sans cérémonie. Je me suis réveillée avant l'aube, j'ai fait du café dans la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis plus de 20 ans et je suis restée dans la cuisine une dernière fois, pieds nus, le linoléum frais sous mes plantes de pied. La lumière n'avait pas encore atteint les fenêtres, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais chaque recoin de cette maison dans le noir. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures précises. 2 jeunes hommes, polis, rapides, un peu surpris par le peu de carton que j'avais. J'avais tout étiqueté clairement. Cuisine, à garder, placard, à donner, chambre, souvenir, et un marqué, ne pas ouvrir tout de suite. Ils n'ont pas posé de questions. À midi, la maison était presque vide. Les murs semblaient fatigués, comme s'ils expiraient. J'ai traversé chaque pièce lentement, mes doigts effleurant les surfaces une dernière fois, non pas pour m'accrocher, mais pour remercier. Dans le couloir, je me suis arrêtée là où se trouvaient les marques de taille de Charles, repeintes depuis longtemps. Je pouvais encore sentir les empreintes si je pressais assez légèrement. 5 ans, 7, 11. Une vie de centimètres qui ne pouvait être effacée. Je n'ai pas pleuré. J'ai placé une petite enveloppe dans le tiroir du haut de la console vide du couloir. Elle contenait une clé et une note qui disait simplement « Cette maison m'a tout appris. Merci ». Puis j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. L'appartement sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs. Les déménageurs ont placé les cartons exactement où je l'avais demandé. Je leur ai donné un pourboire trop généreux. Je m'en fichais. Teresa du bureau m'a apporté un kit de bienvenue et une petite plante. Un peu de verre, dit-elle, pour votre rebord de fenêtre. C'était une petite succulente dans un pot en céramique en forme de chat. Je l'ai placée à côté de l'évier de la cuisine et j'ai murmuré. Je crois qu'on va bien s'entendre. La première chose que j'ai déballée, c'est la bouilloire. La deuxième, le dessin de Manon. Je l'ai accroché près de la fenêtre où la lumière le captait doucement. Les lignes de crayon brillant comme si elles venaient d'être tracées. Cette nuit-là, j'ai fait des tartines et j'ai mangé sur le balcon, enveloppé dans une couverture. Pas de bruit, juste le vent et le bourdonnement occasionnel de la télévision de quelqu'un d'autre à travers le mur. Je ne me sentais pas perdue. Je me sentais spacieuse. Le lendemain matin, j'ai déballé le dernier carton. À l'intérieur se trouvaient les essentiels. 2 robes, une paire de chaussures, une boîte de boutons que j'avais collectionnée pendant des décennies, et une lettre pliée en 3, légèrement jaunie sur les bords. L'écriture de Franck. La lettre qu'il m'avait écrite avant son opération, celle à laquelle il n'avait pas survécu. Si quelque chose tourne mal, ne te replie pas sur toi-même. Reste ouverte. Reste chaleureuse. Vis les mains ouvertes. Tu as plus de force que tu ne le penses. Je l'ai placé dans le même tiroir où je gardais mon testament. Cet après-midi-là, j'ai cuisiné pour la première fois dans le nouveau four. Un cake à la banane. Encore. Plus un rituel qu'une recette maintenant. Pendant qu'il cuisait, tout l'appartement s'est rempli d'une odeur si familière. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. À 16 heures, Manon est arrivée avec son sac d'école et un bleu frais sur la joue. Rien de grave, juste la marque d'un ballon de volley pendant le sport, a-t-elle expliqué. J'ai apporté de la confiture, a-t-elle dit en tendant un petit pot. Figue et je ne sais quoi. J'ai pensé que ça te ressemblait. Nous nous sommes assises à la petite table près de la fenêtre, 2 tranches de cake tiède entre nous. Elle a étalé la confiture, épaisse et lente, puis a levé les yeux. C'est ça, la paix. Pas tout à fait, dis-je. Mais un coin, oui. Elle a mangé à 2 mains, comme quand elle était petite, des miettes traînant sur la serviette. Elle m'a parlé d'un garçon de sa classe qui avait dessiné une barbe sur son masque et s'était fait envoyer chez le directeur. De son professeur d'anglais qui disait « 34 fois pendant un cours. De la fureur de Sophie quand j'ai refusé une invitation à un anniversaire. Elle a dit que tu te donnais en spectacle. Je ne fabrique rien, dis-je. Je ne me montre tout simplement pas là où on ne veut pas de moi. Je lui ai dit que je voulais venir quand même. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'en empêcher, mais qu'elle ne me conduirait pas. Tu as marché? Non, j'ai emprunté le vélo de papy. Il est en mauvais état, mais il m'a amené ici. Cela m'a fait sourire. Franck aurait aimé ça. Tu peux le laisser attaché sur le balcon, dis-je. On le réparera ensemble. Ses yeux se sont illuminés.
Vraiment. Vraiment. Après son départ, j'ai regardé le soleil descendre derrière la rangée d'arbres. La maison ne me manquait pas. Les silences de Charles ou les sourires en coin de Sophie ne me manquaient pas. L'ancienne version de moi-même qui murmurait, peut-être que la prochaine fois, ils te verront, ne me manquait pas. Parce que maintenant, je me voyais moi-même. Et je n'avais pas besoin de permission pour exister. Une semaine après le déménagement, la maison s'est vendue. L'agent immobilier a appelé pour dire que l'offre était juste au-dessus du prix demandé. Un couple plus âgé, sans enfants, cherchant le calme et l'histoire, a-t-elle dit. J'ai failli rire. Ils avaient trouvé les deux. Je n'y suis pas retournée, même pas pour la visite finale. J'ai donné procuration à Charles Martel pour la vente, signé ce qui devait être signé, et j'ai laissé partir. Il a appelé quand la vente a été conclue. C'est fait, a-t-il dit. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché et je suis restée debout au milieu de mon appartement. Il n'était pas grand, mais chaque centimètre carré était à moi. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour le don au foyer. Je ne l'ai pas mis dans mon testament. Je l'ai donné maintenant. J'y suis allée moi-même, j'ai remis le chèque à la directrice et j'ai dit, c'est pour les femmes qui partent sans chaussures. Elle a regardé le montant et s'est mise à pleurer. Moi non. J'avais assez pleuré. Ce n'était pas du chagrin. C'était de l'intention. Cette nuit-là, j'ai fait de la soupe. Pas pour quelqu'un, pas pour une occasion. Juste parce que j'aimais la façon dont les poireaux s'adoucissaient dans le beurre. La radio jouait doucement en fond sonore. Une station de jazz sans publicité, juste des saxophones et des rythmes doux qui ne demandaient pas d'applaudissements. J'ai mangé en robe de chambre, debout près de la cuisinière. Pas de table mise, pas d'explication. Juste la faim comblée. Vers 20h30, mon interphone a sonné. Je n'attendais personne. Quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix de Manon. Je peux monter? Bien sûr. Elle portait une boîte à chaussures et un sweatshirt trop grand dont les manches couvraient ses mains. Qu'y a-t-il dans la boîte? Des trucs que je ne suis pas prête à garder à la maison, a-t-elle dit. À l'intérieur, un carnet, un chargeur de téléphone, un collier qui n'était pas du goût de Sophie, une photo d'elle et moi aux eaux quand elle avait 5 ans. Elle avait du chocolat sur le visage. J'avais oublié ce jour-là. Pas elle. Je ne veux pas vivre là-bas quand je serai plus grande, dit-elle soudainement, assise en tailleur sur le sol. Avec eux, je veux dire. Tu n'auras pas à le faire, dis-je. Tu auras le droit de choisir. Même s'ils me détestent pour ça. Surtout à ce moment-là. Elle a hoché la tête, pensive. Tu crois que les gens peuvent changer? Parfois. Mais je crois que la meilleure question est, peuvent-ils arrêter de faire semblant? Elle a levé les yeux. Tu es toujours en colère. Non. J'en ai fini. Manon est restée jusqu'à près de 22 heures. Nous n'avons pas parlé de Charles. Elle n'a pas demandé d'histoire sur lui, et je n'en ai pas offert. Certains fils n'ont pas besoin d'être noués. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Le lendemain matin, je suis allée à l'épicerie du coin pour du lait. L'homme derrière la caisse m'a fait un signe de tête comme si je faisais déjà partie de la routine. Vous êtes la dame du cake à la banane, dit-il. La gamine avec le vélo parle de vous. J'ai souri. C'est moi. J'ai acheté un journal juste parce que je le pouvais et je l'ai lu sur le balcon, les pieds repliés sous moi. Le monde tournait toujours. Les factures arrivaient toujours. Mais le silence dans ma poitrine n'était plus lourd. Il était reposant. Plus tard dans la semaine, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était celle de Charles. Je l'ai ouverte lentement. Maman. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si tu veux que je le fasse. J'ai dit des choses que je ne peux pas dédire. J'ai laissé des choses se produire. J'aurais dû arrêter ça. Je ne sais pas comment être l'homme que tu mérites. Et j'ai peur qu'il soit trop tard pour apprendre. Mais Manon parle de toi tous les jours maintenant. Elle est différente, plus courageuse. Et ça vient de toi. Je suis désolée. J'espère qu'un jour tu me laisseras essayer. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir. Pas un pardon, pas un refus. Juste un espace où elle pouvait reposer, sans être dérangée. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. Je ne suis plus en colère, ni effrayée. Je n'attends plus aux fenêtres, je ne surveille plus les porches. Je ne suis pas une invitée oubliée à la table de quelqu'un d'autre. Je construis la mienne. Le jour de mes 73 ans,
je me suis réveillée sans réveil. Il n'y avait pas de ballon, pas de texto surprise de parents qui se souvenaient de moi une fois par an. Pas de réservation de brunch ou de sac cadeau laissé sur le pas de la porte. Juste la lumière du matin à travers des rideaux propres, le son de la pluie quelque part au loin, et le souffle doux d'une vie qui ne m'appartenait plus qu'à moi. J'ai fait des crêpes, et je les ai mangées avec du miel et une poire en tranches. Puis je me suis assise au milieu de mon petit appartement avec la photo de Franck posée sur une chaise et j'ai dit « Eh bien, on y est arrivé, n'est-ce pas ?» À midi, Manon est venue. Elle a apporté des tulipes, rouges, encore enveloppées dans le papier du fleuriste. « Tu n'es pas du genre gâteau d'anniversaire, a-t-elle dit. Alors j'ai apporté des fleurs, comme les grandes personnes. Elle m'a donné une petite enveloppe. À l'intérieur, une carte qu'elle avait faite elle-même, peinte, pas dessinée. Sur le devant, une image simple, 2 chaises sur un porche, une vide, une avec une tasse de thé sur la coudoir. À l'intérieur, il était écrit « Merci de m'avoir gardé une place ». Nous avons pris le thé et des tartines et avons parlé de ses examens finaux, de ses projets de travailler à temps partiel au foyer pendant l'été, et de la façon dont elle essayait de convaincre son école de créer un groupe de soutien pour les enfants qui ne se sentaient pas chez eux à la maison. Elle m'a demandé si elle pouvait utiliser mon nom. Seulement si tu l'utilises pour quelque chose de vrai, ai-je dit. Elle a ri. C'est la seule façon dont je l'utilise maintenant. Avant de partir, elle a dit, tu as l'air différente. Je me sens différente, ai-je répondu. Elle m'a examinée comme si elle faisait un inventaire. Tu as l'air de quelqu'un qui ne tressaille plus. Après son départ, je me suis assise sur le balcon avec un livre que je voulais lire depuis 15 ans. J'ai lu 3 chapitres, puis je l'ai posé. Non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je n'avais pas besoin de finir les choses justes pour prouver que je le pouvais. Le lendemain, j'ai posté un don à un fonds d'aide juridique pour les femmes âgées en litige de logement. Je n'ai pas inclus de mots, juste le chèque et le nom de la fiducie. Discrètement placé comme une pierre dans la bonne main. J'ai aussi planté du basilic dans un petit pot en argile. Il a un peu flétri les premiers jours, puis s'est redressé, se penchant vers la fenêtre de la cuisine comme s'il avait pris la décision de vivre. Un matin, j'ai reçu un texto de Charles. Bon anniversaire, maman. Je n'ai pas envoyé de carte. J'ai pensé que je ne l'avais pas encore mérité. Je voulais juste que tu saches que je suis toujours là. Je n'ai pas répondu. Pas par colère. Parce que toutes les excuses n'ont pas besoin d'une réponse. Certaines ont simplement besoin d'atterrir tranquillement à l'endroit où le mal a été autrefois ignoré. Ce soir-là, j'ai invité Marthe et Ida. Nora ne pouvait pas venir, elle avait attrapé un rhume, mais elle a envoyé un mot croisé déchiré de son journal avec une note. Le 12 vertical m'a fait penser à toi. La réponse était « encre ». Nous avons bu du thé et avons ri de nos genoux, de la politique et du fait que Teresa de la gérance s'était mise à l'observation des oiseaux dans son couloir. Elles ont apporté une tarte aux cerises et la promesse de revenir la semaine prochaine. Après leur départ, je suis restée un instant sur le seuil et j'ai juste écouté. Pas des bruits de pas qui s'éloignent ou le silence qui revient, mais le son d'une maison qui s'était de nouveau remplie, cette fois avec le bon type de bruit. Cette nuit-là, avant d'éteindre la lumière, j'ai écrit dans mon journal pour la dernière fois dans ce volume. Ils ont demandé pourquoi j'étais encore en vie. Maintenant, je peux répondre, pour me souvenir de mon nom, pour dresser ma propre table, pour garder la porte ouverte juste assez grande pour ceux qui frappent avec des mains propres.